sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, nous reviendrons sur la première édition de la Fête de la danse qui a connu un franc succès ce week-end. Nous parlerons de la reprise de l'entraînement de l'AS Monaco. Nous assisterons au Monte Carlo Fighting Trophy et nous terminerons avec le raid Mercantour Dream Warrior. La soirée du 1er juillet et les premières heures du 2 ont été marquées par un événement très attendu en principauté, Fête de la danse. Des milliers de personnes s'étaient réunies du côté du casino. Avant de découvrir un magazine complet de l'événement, je vous propose de découvrir les principaux temps forts signés Sandrine Nègre. Et maintenant, dansez, dansez! Toutes les promesses faites par les organisateurs ont été tenues, voire très largement dépassées. Le défi a été relevé avec succès. La place et l'atrium du casino, tout comme ses terrasses et même la salle Garnier, n'avaient jamais été vus ainsi. Dès 18h et le lancement officiel par Jean-Christophe Maillot, ces espaces ont été petit à petit envahis par un esprit de fête, à la fois chaleureux et convivial. Il faut dire que l'événement était fédérateur. Amateurs, passionnés et même néophytes en matière de danse se sont côtoyés, toutes générations confondues. Ici, par exemple, le long de cette barre géante, ou un peu plus loin sur la piste du marathon de danse Square Massenet et côté Guinguette, avec son ambiance à la fois chic et populaire. Pour m'étourdir autant que toi, parce qu'on est bien tous les deux. Avant le tourbillon musical d'Antonio Castrignano et son orchestre des Pouilles. C'est très enthousiasmant de voir tout ce rassemblement de personnes. Voyez cette joie. On vit la musique sans barrière. Premièrement parce que notre but est de la faire connaître. Elle vient de la terre, des Pouilles. Elle est très attachée aux racines. Et puis on peut parler de musique hommage. C'est important pour nous d'être ici car j'ai l'impression que nous arrivons à transmettre cela, à générer de belles choses. Et c'est d'ailleurs cet orchestre qui accompagnera un peu plus tard la très attendue création de Jean-Christophe Maillot. Prenons un peu de hauteur avec la troupe des Chassiers. Ces acrobates ont su emporter le public déjà bien entraîné par des danseurs professionnels, des ballets de Monte Carlo notamment et d'écoles de danse. C'est sympa. Ce qui est bien, c'est de faire danser les gens plutôt que de regarder simplement. Non, c'est sympa, je trouve, justement, d'utiliser des beaux monuments pour faire quelque chose de partage avec les gens, avec la musique, ce qui pourrait pas trop se faire avec les problèmes actuels. Il y a un côté hyper pédagogique avec vous parce que vous montriez tous les mouvements à faire au public. C'est important à vos yeux, ça? C'est très important. On montre toujours tout. On montre toujours tout et du partage, c'est important. Voilà. Difficile ensuite de ne pas trouver son bonheur. Danse de salon, rétro-dancing et danse du monde, africaine, orientale, cubaine, flamenco, tahitienne, sans oublier bien sûr la palladienne. Le pole dance est aussi à l'honneur. De larges moments de danse qui se sont mis en mode pause vers 22h30, le temps d'admirer les prouesses des artistes street jump, ces casse-coups cascadeurs, les yamakasi. Quand on arrive sur un lieu, la première chose, on se place, on commence à regarder, on évalue les distances et là on établit dans notre tête une liste de figures potentielles qu'on va pouvoir réaliser en utilisant l'environnement. Les compétences de chacun. Et aussi les compétences de chacun, parce que comme le dit Yacine, certaines personnes sont plus douées en acrobatie, d'autres juste en franchissement, selon leur capacité physique aussi, les distances, au niveau des distances. Il y en a qui sont capables de franchir vraiment des très très grandes distances, d'autres un peu moins, mais en faisant par exemple des figures un peu plus impressionnantes. Et tout ça en fait est analysé de manière à ce que la figure, l'enchaînement soit réalisé de manière sécurisée. On a toujours en tête se dire on ne se met pas en danger.
Pendant ce temps-là, le marathon de danse se poursuit et se termine. Un couple s'est particulièrement distingué après avoir enchaîné les pas de danse pendant plus de 5 heures. C'était un challenge qu'on s'est imposé. On est arrivé au bout, on a gagné, c'est le bonheur parce que pour nous la danse c'est notre vie. Il y avait 6 styles qui étaient imposés. Il y avait tango, salsa, danse africaine, valse, jazz et rock. Et après cette remise de prix, la scène est investie peu à peu par les danseurs de la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Le public découvre ainsi la création de Jean-Christophe Maillot, pleine d'énergie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu l'esprit festif que j'attendais. J'ai vraiment vu les gens danser. J'étais très surpris que tous les ateliers marchent aussi bien. Et j'ai l'impression que les gens sont heureux. Donc, et il y a énormément de monde. Donc là, je ne peux que me réjouir. Extraordinaire, démocratique, populaire. Merci à Monaco d'avoir rendu Monaco ouvert à tout le monde et à tous les styles de danse. Voilà, le monde quoi. Flash mob, dance floor en plein air sur la place, projection, boîte de nuit inédite sur une scène prestigieuse, celle de la Salle Garnier. À minuit passé, l'événement avait déjà attiré plus de 8000 personnes et était loin d'être terminé. Je trouve c'est magique. Et je suis venu depuis 6 heures de l'après-midi et tout est magique, c'est exceptionnel. Je trouve que c'était pas facile à organiser, mais pour le moment, c'est très bien. Le site a été totalement protégé avec des contrôles renforcés à la périphérie du site et les gens qui sont à l'intérieur sont en toute quiétude sur la place. Sentiment de succès pour les organisateurs, Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, SBM et gouvernement princier. Un peu plus tard, il est 2 heures lorsque la discothèque muette débute. Pas de son à l'extérieur, mais de la musique dans les oreilles. Tout le monde profite de la musique et danse en silence du coup pour les autres qui n'en ont pas. Mais c'est bien, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vachement années 80, c'est top. Il y a eu du France Gall, il y a eu du Michel Berger, enfin génial, au top. Vous l'aurez compris, les superlatifs ne manquent pas pour décrire la première édition de Fête de la Danse. Allez, une information pour terminer qui se transmettait déjà par le bouche à oreille à 5 h du matin dimanche. Il devrait y avoir une prochaine édition dans 2 ans. En attendant, sachez que vous pourrez découvrir un magazine sur cette fête d'ici peu sur Monaco Info. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images. Jusqu'au 5 juillet, Monaco accueille une réunion scientifique organisée par le Comité scientifique pour la recherche antarctique, le gouvernement princier, le Centre scientifique de Monaco et l'Université de Melbourne en Australie. L'objectif de cette réunion est d'identifier des stratégies qui pourraient être mises en œuvre avant 2020 afin de renforcer la conservation et la protection de la biodiversité dans les régions antarctiques et subantarctiques. L'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo a établi son record avec une vente d'automobiles exceptionnelle ce samedi au Yacht Club de Monaco. Plus de 200 personnes passionnées ou curieuses ont été recensées au plus fort des enchères. Certains modèles très rares ont été adjugés à plus d'1 million d'euros sous le marteau du président. Ouvrons une page sport à présent avec l'AS Monaco qui a rejoint le chemin des terrains ce vendredi. C'est au centre d'entraînement de La Turbie qu'une partie de l'effectif monégasque s'est réunie autour du coach Leonardo Jardim. Faisons un point avec Émilie Rousseau sur des images de Serge Prémont.
Un peu plus d'un mois après son titre de champion de France, l'heure de la reprise a sonné pour l'AS Monaco. Sourire aux lèvres, Leonardo Jardim, qui vient de prolonger jusqu'en 2020, est heureux de retrouver les terrains. La page de la belle saison 2016-2017 est définitivement tournée et les objectifs pour cette saison restent les mêmes que les années précédentes. Le défi, c'est faire cette équipe rehausser autrefois à un bon niveau, même que sortent joueurs importants. C'est aussi faire grandir de nouveaux joueurs, aussi essayer de jouer bon football comme un peu l'année dernière. C'est ça le défi, n'est pas un défi seulement de résultats. Parce que ça n'est pas le projet de Monaco, ils vous connaissent bien, vous sont ici 3 ans avec moi, un cet nouvel projet, et c'est comme ça. Sur le terrain du centre d'entraînement de la Turbie, devant plusieurs dizaines de supporters, une vingtaine de joueurs sont présents et parmi eux de nouvelles têtes à l'image de Benaglio, Gaspard ou de Meïté. Les internationaux ont eux bénéficié de quelques jours supplémentaires de vacances, pas de Falcao donc, de Lemar ou de Mbappé sur la pelouse. Mbappé qui est courtisé par les plus grands clubs européens. Je n'ai pas parlé avec lui parce qu'ils savent bien quelle est notre façon de travailler, quelle est notre ambition de rester avec lui. Et pour ça, je crois que le club et lui vont prendre les meilleures décisions. En fin de semaine, les Monégasques s'envoleront pour Vienne, en Autriche, lieu d'un premier stage agrémenté de 2 matchs amicaux. À l'issue de cela, ils seront rejoints par les internationaux. Le groupe sera ainsi au complet pour participer au Festival des Alpes à partir du 15 juillet. Et toujours dans le domaine du sport, en bref. L'AS Monaco Basket tient sa première recrue. Après de nombreux départs, la Rocket Team enregistre l'arrivée de ce meneur de jeu américain, Aaron Craft. L'effectif monégasque sera toujours composé la saison prochaine d'Amarassi et de Bangali Fofana qui ont prolongé leur contrat. Du kickboxing pour les amateurs de sport de combat. À présent, retour sur cette soirée du Monte Carlo Fighting Trophy qui s'est déroulée ce vendredi au Stade Louis II. Un reportage de Fabien Bonilla. 7 combats, 7 chocs de titans dans la salle Gaston Médecin avec plusieurs ceintures mondiales à la clé et une tête d'affiche. La rencontre opposant le Français en short noir et rouge, champion du monde de boxe française, Fabrice Orian, face à lui l'Ukrainien Roman Kriglia, élu combattant de l'année 2016. Une rencontre super lourde dans les plus de 100 kilos. Les deux adversaires sont puissants, les coups claquent, mais le Français est cueilli à froid dans le premier round. Il aura du mal à s'en remettre à l'image de cette séquence dans le deuxième et ce coup de pied qui le met instantanément au sol. Fabrice Orian se relève mais son camp préfère jeter l'éponge une minute plus tard. C'est donc l'Ukrainien qui remporte la Coupe du Prince Albert II. Je me suis fait toucher à froid. Après, pas possible de revenir parce qu'en face il frappe, sa droite elle est passée. Après il fallait essayer de se battre avec et pas évident. C'est le coup de pied qui vous a mis par terre? C'est le droit. C'est le droit. Lui il l'a vu. Enfin, mon entraîneur l'a vu, mais le public l'a peut-être pas vu, tu vois. Mais au deuxième round, j'étais déjà un peu dans la boîte. Je suis reparti parce que je suis une machine. J'arrive à gérer un peu le truc, mais après la jambe est passée. Manque de lucidité sur le deuxième round. Parmi les affrontements à retenir, le premier KO de la soirée dans cette unique rencontre féminine, la Française Mallory Kalachnikov, ça ne s'invente pas. En rouge, elle pulvérise l'Italienne avec ce terrible coup, l'Italienne qui mettra plusieurs minutes avant de retrouver ses esprits. Passons aux 4 ceintures mondiales à présent. La première dans les moins de 94 kilos ira au Lituanien Sergei Masloboyev qui a pris le dessus sur le Français Stéphane Susperegui. En rouge, le tricolore est compté dans le 4e round. Les coups de son adversaire sont plus puissants. Son camp jettera finalement l'éponge. Deuxième ceinture mondiale en Waco Pro, toujours dans les règles du K1, mais en poids coq. Le vieux briscard Giovanni Gross face à un kickboxer venu d'Azerbaïdjan. Le Français en short rouge fait la différence, surtout dans le 5e et dernier round. Il sera vainqueur logiquement à l'unanimité. Giovanni Gross qui a effectué une très belle saison. Bon, j'ai gagné la ceinture ISK cette année à moins de 57 kg. Maintenant, je gagne la ceinture Waco moins de 57. Au mois d'août, je défends mon titre ISK. Donc, ça sera une bonne saison.
18 combats, 19 avec celui-là et 18 victoires, une défaite, donc 9 par KO. Cette année, ça a été une bonne saison pour moi. D'après 2 ans d'arrêt, je reviens très haut. Et un petit coucou à mon frère Lucien Grosse. Tu l'as pas gagné, mais je l'ai ramené, frère. 3e ceinture mondiale de la soirée en poids lourd avec le local de l'étape, le niçois Grégory Grossi en short rouge. Son vis-à-vis, le polonais David Kasperski. Grégory Grossi est plus grand, a une plus grande allonge, il maîtrise son sujet. En revanche, le polonais est puissant, dangereux dans les contres. Le français ne doit pas laisser d'ouverture. Un affrontement qui ira au terme des 5 rounds. La décision est unanime. C'est le niçois qui peut arborer désormais cette ceinture mondiale autour de sa taille. Il a l'air ému là, le papa, non? Ouais. On travaille toute l'année ensemble alors. Ah, elle est sympa. Elle fait du bien cette ceinture. Ah, elle est magnifique. Ça s'est joué beaucoup sur la tactique. Physiquement, on était kiff-kiff tous les deux. J'attendais qu'il rentre pour mettre mes genoux ou mes jambes. Ouais, ça a payé. J'ai vu que j'ai touché au 3e sur un genou au visage. J'ai un peu pris l'absent psychologique. Et voilà, mais après, ça s'est joué à rien. C'était un très bon boxeur et je suis content d'avoir pu remporter ce titre. Dernier combat pour finir avec le plus beau KO de la soirée, celui du français Eddie Nate Slimani et son magnifique coup de pied retourné, le geste technique parfait qui met immédiatement au sol son adversaire, le Hongrois Antoine Abache. Eddie Nate Slimani peut lui aussi se vanter de posséder la ceinture mondiale Waco Pro, délivrée lors de cette première édition du Monte Carlo Fighting Trophy. Après 6 jours de raid dans le Mercantour, les concurrents sont arrivés place du Palais Princier. Ils ont été accueillis par le souverain. Le raid est organisé par l'association Au-delà de nos handicaps et est ouvert aux militaires blessés lors d'opérations. Dominique Poulain vous en dit plus. Ces aventuriers arrivent sur la place du Palais après 6 jours et 5 nuits en milieu montagneux entre Saint-Dalmas-de-Tende et Menton. Ils viennent de parcourir 240 km dans la partie sud-est du massif du Mercantour, avec 7000 mètres de dénivelé à l'occasion du raid Mercantour Dream Warrior. Un raid organisé par Au-delà de nos handicaps, une association qui accompagne dans les domaines sportifs des militaires paraplégiques ou amputés, ainsi que des civils atteints d'un handicap. Elle a pour objectif de soutenir et de favoriser la reconstruction et la réinsertion. Au-delà de nos handicaps résume assez bien ce qui nous anime, repousser nos limites. Quand on est face à l'adversité, qu'est-ce qu'on en fait? On peut s'enfermer, on peut s'ouvrir. Le fait de le faire ensemble, le fait d'être dans des paradis comme le Mercantour par exemple, sont des occasions absolument uniques d'aller vraiment au-delà du possible, au-delà de toutes nos limites. Et vous avez une forme d'alchimie, si je puis dire, qui se produit parce qu'on est dans on est face à la nature, parce qu'on est dans l'effort commun, on est dans l'esprit d'équipe. Et ce faisant, eh bien, ils se rendent compte, et nous avec eux, on est payé au centuple des quelques efforts qu'on peut fournir pour justement repousser toutes ces limites et faire en sorte que, bien Dieu, la vie soit belle pour tout le monde. Sur la place du Palais, ils sont accueillis par leur famille et par le prince Albert II qui salue cette formidable aventure et cette belle leçon de courage. Je voulais simplement vous saluer tous et vous non seulement vous remercier, mais vous féliciter pour cette formidable aventure, cette formidable leçon de courage et de détermination. Et vous êtes bien entendu les bienvenus sur cette place du Palais, les bienvenus en Principauté. Et merci en général, et merci à toutes vos équipes qui ont assuré la bonne organisation de cette formidable aventure. Et merci aussi de faire accepter le handicap et de faire en sorte qu'il ne soit plus un obstacle pour tout le monde. Les groupes sont constitués de 12 blessés, 9 militaires et 3 civils, parmi lesquels René, un citoyen monégasque. Incroyable, c'était quelque chose d'incroyable de pouvoir réaliser un trip, un raid sur les crêtes comme ça pendant une semaine avec des véhicules électriques. Ça a été très difficile quand même au niveau technique, mais j'avais un encadrement super et des gens vraiment compétents, extraordinaires.
Pour parcourir les pistes militaires construites pendant la Seconde Guerre mondiale entre la France et l'Italie, ils ont un matériel adapté, un VTT électrique ou plus généralement un mobile drill, un quadricycle tout-terrain 100% électrique pour permettre à ceux qui théoriquement ne le peuvent pas d'accéder à de nouveaux horizons en dépassant leurs limites. Ça nous resserre entre blessés, avec de la cohésion, avec un sentiment de se soutenir, même blessé, et arriver à surmonter les difficultés. Et l'un de ces quads, celui aux couleurs de Monaco, est offert à l'association monégasque des handicapés moteurs. Tout au long des 6 jours, ces aventuriers bénéficient également de l'appui de quelques élèves du lycée Albert Ier et d'accompagnateurs pour ce projet qui s'inscrit dans le respect de l'environnement, mais aussi et surtout dans la fraternité et le respect des autres. Cette famille militaire m'a accueilli, il m'a vraiment accueilli et il m'a montré l'esprit de fraternité de l'armée. L'esprit militaire, c'est vraiment magnifique. Au bout de 2 jours, on a complètement oublié qui était encadrant, qui était blessé. On s'est tous entraînés, on était tous dans le même panier. Et au-delà de nos handicaps, on a vraiment compris qu'en fait, on était tous blessés à un moment donné dans notre chair, dans notre corps. Et c'était magnifique, vraiment c'était magnifique. C'est passé très très vite et je pense que quand je vais rentrer chez moi, ça va être difficile. Ça va être très difficile de quitter toute cette belle famille. Pour immortaliser cet événement, il y a l'échange de cadeaux et surtout un grand moment d'émotion lorsque Inès, une jeune monégasque de 11 ans et demi, interprète une chanson revisitée de Charles Aznavour. Emmenez-moi y faire un petit tour, au-delà de nos handicaps, on veut vous prouver que vous êtes cap. La 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 la. Et toujours en bref, dans le reste de votre actualité monégasque. Pour la 2e année consécutive, la Splash Party a réuni des dizaines de jeunes à la piscine du Stade Nautique. Cette soirée destinée à fêter la fin d'année scolaire et le début des vacances d'été s'est déroulée ce samedi. Au programme baignade bien sûr et ambiance dance floor à ciel ouvert avec 2 DJ, vous le voyez sur ces images. D'une fête à une autre, 150 amis internationaux du Canada, dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, se sont réunis afin de fêter ensemble ce moment unique ce samedi à l'hôtel Fairmont. Un cocktail a permis aux Monégasques résidents et amis du Canada de concilier à la fois un hommage sincère et festif en présence du souverain et d'invités d'honneur. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, du soleil au programme avec des températures qui iront de 21 à 27 degrés. Mercredi, un ciel toujours bleu avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Jeudi, des nuages par moment avec un mercure assez élevé. Vendredi, retour des éclaircies avec une maximale de 28 degrés. Et enfin, le week-end prochain, un temps maussade en prévision. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, à la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.